Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du décès de Juice, le major Andriy Pilchikov. C'est un ambassadeur non officiel de l'armée de l'air ukrainienne sur les réseaux sociaux, également dans la presse. Il a répondu à de nombreuses interviews à visage caché et posté énormément de photos en vol, à côté de ses aéronefs ou avec ses camarades. C'est grâce à Juice que la plupart des observateurs et des experts occidentaux ont réussi à se faire une représentation assez précise de la guerre aérienne entre l'Ukraine et la Russie. Il a toujours été très honnête dans ses prises de parole et il a également été un avocat pour la livraison des F-16 américains à l'armée de l'air ukrainienne. Heureusement, avant son décès, samedi matin 25 août, il a eu l'information que cette livraison allait se faire. Mais c'est lui, avec Moonfish, qui a rendu visite au Capitole américain, c'était en juillet 2022 à Washington DC, où il avait rencontré le sénateur Adam Kinzinger, qui est un lieutenant-colonel de l'Air National Guard, qui a piloté du KC-135 et du RC-26 et qui a poussé ce qui s'appelle le Ukraine Fighter Pilot Act, qui a permis de mettre de l'argent de côté pour financer justement la formation des pilotes de chasse ukrainiens. Nous en avions parlé sur la chaîne, c'était l'été dernier. Juice, il appartenait à la 40e brigade d'aviation tactique qui met en œuvre du MiG-29 juste au sud de Kiev, à Vasilski, là où il y a eu la grande bataille pour l'aéroport Antonov. Il a raconté lors de nombreuses interviews comment est-ce que au petit matin, à 5h30, le jour de l'invasion, il a sauté dans sa voiture, il a pris son AR-15 et il a rejoint sa position. Et les premiers jours de la guerre, il ne les a pas passés dans un avion, il les a passés au sol à essayer de protéger sa base alors que ses camarades partaient en vol, essayer de défendre la région de Kiev. Juice, c'est son call sign, son indicatif radio, et ça lui est resté suite à l'exercice Clear Sky en 2018, quand des F-15C, des spécialistes de la défense aérienne de l'Air National Guard de Californie, sont venus, avec des Polonais également, faire un exercice pour monter en compétence l'armée de l'air ukrainienne. Jusque-là, les Ukrainiens utilisaient très peu de call sign, utilisaient très peu également de ce qu'on appelle les Brevetty Word Code, donc c'est une sorte de langage aéronautique pour pilotes de chasse, et ils ont pu monter en gamme grâce à cette interaction avec les Américains, et Juice, ne prenant pas d'alcool, les Américains l'ont surnommé Jus, car c'était un des seuls à ne jamais consommer d'alcool au bar le soir. Ce surnom lui est resté et il a fait énormément de prises de parole pour expliquer les premiers jours de l'invasion, la guerre contre les Sukhoi 35, mais également contre les MiG-31, qui ont une capacité d'allonge beaucoup plus forte que ce qu'ont les Ukrainiens, la nécessité de faire demi-tour, les petites victoires de temps en temps qu'ils ont réussi à obtenir, même s'ils étaient très très discrets sur les combats aériens, sur les victoires aériennes, et ensuite derrière des photos avec notamment l'AGM-88, l'arrivée du HARM, ce missile anti-système solaire, avec lequel Juice a fait plusieurs missions. Il était célibataire et sans enfant et son décès arrive quelques jours seulement avant la grande fête de l'aviation qui a lieu fin août, tous les ans en Ukraine. L'Ukraine qui est quand même une grande nation aéronautique, je vous renvoie vers Antonov. Ce que l'on sait, c'est que Juice était aux commandes d'un L-39. Ils étaient 3 dans l'accident, 2 aéronefs, ça ressemble donc à un vol d'instruction. Qu'est-ce qui peut vous amener à perdre la vie à 3 dans des L-39 en même temps? Il n'y a pas énormément de possibilités. Le président ukrainien dit qu'il allait y avoir une enquête. Mais si on regarde un petit peu l'histoire aéronautique, vous avez vu des cas de collision en patrouille serrée, avec notamment par exemple les Voltige Victor, la patrouille de Mirage F1 qui s'est percutée. Mais là, on est dans un cas très particulier de répétition de meeting aérien. Vous avez généralement sinon des collisions en vol en meeting aérien qui sont beaucoup moins catastrophiques. On l'a vu au meeting de Cognac avec l'armée de l'air et de l'espace et des Rafales. On peut avoir de la tôle froissée, des avions qui s'écrasent, mais souvent le pilote arrive à s'éjecter et leur survivabilité est bonne. Sauf quelques rares cas, comme en 1982 avec les 438 des Thunderbirds et qui ont de la patrouille de France version US Air Force, où le leader aurait eu un souci au niveau de sa gouverne de profondeur et les 4 avions sont allés percuter le sol. Pourquoi? Parce que chacun des équipiers, des ailiers, ne regarde que le leader, fait abstraction de l'environnement, a entièrement confiance dans le leader, et à cette époque-là, ils n'avaient pas prévu le cas de souci de profondeur, et malheureusement, tout le monde est allé au sol. D'autres cas possibles, c'est lors d'entraînement un petit peu à la manœuvre. On l'a vu en super étendard en 2008, une vol de 4, le numéro 4, un élève est venu percuter le chef de la section de transformation chasse en le tuant. Un des 2 pilotes est décédé, l'autre a pu s'éjecter.
ou en rafale marine ce coup-ci, au-dessus de la Méditerranée, 2 rafales qui étaient en train de breaker, un avion est venu percuter l'autre, le pilote qui s'est fait percuter a pu s'éjecter et survivre. Donc vous voyez souvent que lors de ces collisions, on a comme une survivabilité de l'ordre de 50% pour que les 3 décèdent. C'est soit qu'il y a éjection qui se passe mal derrière, souci au niveau des sièges éjectables pour une partie de l'équipage par exemple, soit que nous sommes sur une collision avec énormément d'énergie. Donc plutôt par exemple sur une tentative d'interception, vous vous entraînez à l'interception, vous n'arrivez pas à prendre le visuel ou le tally comme on dit de l'autre aéronef, et en fait votre trajectoire est trop bonne et vous venez le percuter. Ça, c'est arrivé malheureusement trop souvent dans l'aviation, et normalement pour éviter ça, chacun se ségrègue à une tranche d'altitude différente, et tant que vous n'avez pas visuel de l'autre aéronef, vous n'avez pas le droit de quitter votre altitude sanctuaire qui vous est réservée et à l'altitude à laquelle il ne peut rien vous arriver dans cette zone d'entraînement. Tout ça pour dire que Juice était un pilote expérimenté sur MiG-29, que vous fassiez du MiG-29 en mission de guerre ou du L-39 à l'ouest de Kiev dans une zone où il n'y a pas de chasse adverse, eh bien les risques sont les mêmes, tout comme quand vous prenez votre DR400 ou votre ULM. Il faut en avoir conscience et chaque vol doit être pleinement préparé, pleinement briefé, et la préactivation est absolument nécessaire. Donc on verra si les Ukrainiens publient plus d'informations sur cet accident. L'autre thématique que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est celle de la génération sacrifiée. On le voit avec les guerres de haute intensité, c'est souvent ce qu'il y a de mieux dans le pays, d'un point de vue ressources humaines, qui répond à l'appel de sa nation, qui va se battre et qui malheureusement, soit ne revient pas, comme c'est le cas pour Juice, soit va revenir avec des soucis, soit physiques, soit psychologiques. Je suis allé faire un petit tour sur le site du National Center for PTSD, le Centre national pour tout ce qui est stress post-traumatique américain, qui trouve qu'environ 7% des combattants, de manière macro, vont souffrir de stress post-traumatique après être allés au combat, 6% pour les hommes, 13% pour les femmes. Là, c'est vraiment des chiffres très macro et qui, je pense, sont peut-être un peu faux quand on voit les chiffres de la Seconde Guerre mondiale. Ça parle de 2% des combattants de la Seconde Guerre mondiale qui ont eu du stress post-traumatique. Après, dans l'année qui suit le combat, 3% dans leur vie. Vietnam, on passe pour 5% dans l'année, 10% dans leur vie. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress post-traumatique a été de mieux en mieux diagnostiqué. Après la Seconde Guerre mondiale, je suis pas sûr que c'était très bien pris en compte, très bien diagnostiqué. Et maintenant, même la culture et la population est plus encline à le détecter, à rendre compte, et les médecins surtout à le voir. Ce qui nous amène à la première guerre d'Irak dans les années 90, 14% de PTSD dans l'année, 21% dans leur vie pour les militaires. Et la deuxième guerre d'Irak, accrochez-vous bien, on est sur 15% de stress post-traumatique pour les combattants dans l'année, 29% dans leur vie. Donc dans les 10 années qu'on suivi maximum, c'est le recul qu'on a à peu près. Donc vous pouvez partir du principe que sur ce genre de combat, à minima, pour toutes les personnes ukrainiennes ou russes qui vont aller au combat, vous avez un bon tiers minimum des combattants qui vont souffrir de stress post-traumatique. Et qui dit stress post-traumatique dit beaucoup plus de chances d'aller vers le suicide, par exemple. Fonction des études, ça part de 1,8 fois à 13 fois plus de chances de se suicider si vous êtes victime de stress post-traumatique. Et ça, c'est pour la partie bien-être psychologique. Vous avez après tout ce qui est la partie dépendance. Il y a un excellent livre d'un Polonais, Kamienski, qui s'appelle Shooting Up, A Short History of Drugs and War, donc une courte histoire des drogues et de la guerre, qui a été publiée, qui met en avant certaines études, notamment une de 1973 du Pentagone, qui dit que 15% des GIs américains, des militaires américains qui reviennent du Vietnam, sont dépendants à l'héroïne. Et encore plus les amphétamines ou la benzédrine. Qu'il y a eu des cas en Afghanistan où des officiers soviétiques ont échangé des armes, échangé des munitions pour avoir des drogues. Et qu'à l'heure actuelle, en Russie, on parle d'une drogue qui s'appelle SALT, Synthetic Amphetamine Like Ephedrone, et forcément, tout cela va avoir un impact sur la société, qu'elle soit ukrainienne ou qu'elle soit russe. Et je veux rebondir sur ce qui s'est passé en cette fin août, moins d'une semaine avant le décès de Juice, qui représente vraiment ce côté patriotique ukrainien. C'était un jeune homme célibataire qui s'est battu pour ses valeurs, qui s'est battu pour son pays. Eh bien, il y a eu 200 centres d'enrôlement qui ont été perquisitionnés et tout un vaste système de corruption qui a été mis à jour avec des personnes représentant l'autorité ukrainienne, civiles ou militaires, qui acceptaient pour environ $10 000 de vous délivrer un faux certificat
certificat d'invalidité ou de vous retarder votre appel sous les drapeaux. Je vous rappelle que si vous êtes un homme entre 18 et 60 ans ukrainien, vous êtes censé être appable sous les drapeaux pour aller vous battre pour votre population. Et je vous rappelle également que si on regarde les statistiques de la Seconde Guerre mondiale, dans des conflits de haute intensité où la survie de votre nation peut être mise en doute, nous avons en moyenne dans les pays occidentaux 12% de la population qui sert le pays. Regardez, c'est 12% pour la France, 20% pour l'Allemagne, 18% pour l'Union soviétique, mais en moyenne, on est sur les 12%. Je vous invite à regarder la population ukrainienne, prendre 12% de ça, ça vous fait à peu près 5 millions de personnes normalement sous les drapeaux, si on se retrouve avec un engagement RH humain équivalent à celui de la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas les chiffres exacts de l'armée ukrainienne, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nous en sommes très loin. Si vous étiez sur la Côte d'Azur cet été, vous avez même peut-être vu des gros pick-up, des gros 4x4 ukrainiens bien chers avec des hommes entre 18 et 60 ans qui ne parlaient pas du tout français à bord. Le point sur lequel je veux insister, c'est qu'à l'heure actuelle, en Ukraine, mais également en Russie, vous avez toute une partie de la population qui se bat. Et cette partie-là, c'est une partie qui a des valeurs patriotiques, qui a envie de défendre son prochain, qui a envie d'aider son pays à fonctionner, à survivre et à continuer d'exister. Et en allant au combat, en se battant tous les jours, en faisant des missions d'entraînement L39, forcément, c'est cette partie de la population qui connaît le plus d'attrition. Attrition complète avec des décès, attrition et soucis physiques avec des blessures, pas seulement dans la chair, mais également dans la tête. J'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais je pense que c'est important, voilà, au moment où on parle énormément de la contre-offensive, on parle énormément de toutes ces choses-là, de bien se rendre compte de ce qui se passe au quotidien. C'est pas tous les jours qu'on a une personne comme ça qui représente un petit peu son pays, qui est mise en avant, on voit son visage, on a pu suivre l'évolution de sa guerre au vu de toutes ces interviews. Je vous invite à creuser, à réécouter ces interviews, c'est très très intéressant. Le point vraiment sur lequel je vais vous laisser, c'est ça. Maintenant, c'est un sujet que vous voulez creuser de manière cinématographique. Je vous propose Born on the 4th of July, né un 4 juillet avec l'excellent Tom Cruise. Vous avez Voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter qui est absolument excellent, American Sniper, un grand classique, vous verrez également un petit peu tout ce qui est stress post-traumatique. D'ailleurs, eh bien, le protagoniste est tué par un militaire américain qui souffre de stress post-traumatique. Vous avez Une journée avec Billy Lynn, et peut-être, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est avec Shia LaBeouf, Man Down, que je vous encourage vraiment à regarder, c'est très intéressant. Tout ça pour, encore une fois, prendre un petit peu de recul, sortir un petit peu des chiffres et se rendre compte que derrière chaque combattant, également chaque civil touché, il y a des vies, il y a des individus. Et donc je pense qu'on peut terminer cette vidéo en citant Platon. Alors c'est « Seuls les morts ont vu la fin de la guerre », mais ça c'est du Platon d'après Ridley Scott dans le film La chute du faucon noir. Donc si vous êtes spécialiste en Grèce antique, je voudrais bien savoir si c'est vraiment du Platon, parce qu'apparemment, on a essayé de le fact-checker, on n'a pas réussi à retrouver le texte de base. Je vous dis à très bientôt et